tous les dimanches, 1h, 2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la présentation de l'émission Enjeux. Au menu aujourd'hui, on va parler de plusieurs dossiers avec nos invités, le professeur Auguste Demesa qui interviendra sur les dossiers de la caravane du changement lancée par le président de la République Jovenel Moïse, la grève projetée par les enseignants du secteur public et la hausse prochaine des prix du carburant. Notre deuxième invité, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Legère, fera le point sur la coopération entre l'UE et Haïti à l'occasion de la semaine de l'Europe. Notre troisième invité, l'agroéconomiste Alex Béland, qui nous présentera son ouvrage intitulé « Haïti déforesté, paysages remodelés », livre évoqué par l'ancien président René Préval avant sa mort. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Depuis ça ouvre ses outils. Puis bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Puis bon service, puis bon accueil pour tout le monde qui a construit. Architecte, ingénieur, contemètre, boss, designer, au soir, mettre caille. Éco de pour gain toutes sortes besoins pour construire j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Si ranger vos constructions, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite, pour caille frais. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors, comme annoncé, le professeur Auguste Demesa est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va faire le point, notamment sur des dossiers sociaux. Professeur Demesa, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir, nous sommes quasiment à l'aube des 90 jours, 3 mois de la prestation de serment du président Jovenel Moïse. Bon, je pense que c'est le moment rêvé de s'asseoir et de dire, de voir ce qui se fait et d'analyser les événements. Alors, on va commencer tout d'abord par la situation sur le plan social qui est un peu préoccupante, avec notamment la grève annoncée par les enseignants pour les 8 et 9 mai prochains pour réclamer de meilleures conditions de travail. Donc c'est un dossier extrêmement sensible, extrêmement compliqué. Vous-même, vous avez milité dans le secteur de l'éducation, vous y êtes encore. Alors quelle appréciation faites-vous de cette situation à laquelle fait face le secteur de l'éducation aujourd'hui? Je trouve inadmissible, inhumain, irrespectueux qu'un gouvernement puisse demander à un citoyen ou à une citoyenne de fournir des services à l'État et que l'État ne prenne aucune mesure pour honorer ses responsabilités, particulièrement salariales vis-à-vis de ces gens. Seuls les Haïtiens peuvent accepter un tel état de fait. Moi, je dis souvent, il me semble, avec l'assassinat de Dessalines, on a assassiné les velléités et la volonté du peuple haïtien. Comment qu'un être humain puisse se réveiller chaque jour, se préparer pour aller travailler, et ça fait 3 ans qu'il n'a pas reçu de salaire. Qu'on ne vienne pas me parler de la situation macroéconomique. Le citoyen doit avoir son dû pour qu'il puisse faire marcher aussi l'économie et fonctionner. Moi, je ne vais pas entrer dans ce travers de tout critiquer. Le montant versé aux sénateurs et aux députés, pour les sénateurs particulièrement, c'est un montant inscrit dans le budget. On peut dire que c'est indécent, mais on ne peut pas dire que c'est de la corruption. Il faut être sérieux. Mais quand même, les sénateurs auraient pu comprendre qu'il y a une crise sociale et renoncer à cette prime et que ce montant soit réaffecté au paiement des salaires des enseignants. Chaque million de gourdes pourrait payer 11 enseignants 1 an de salaire. À 29 millions, ça fait beaucoup. Il y a aussi, depuis 2015, je fais ce travail au ministère, il y a des gens, des enseignants qui doivent partir obligatoirement à la retraite. Pourquoi ne pas mettre en branle avec une unité technique
pour identifier ceux qui doivent partir obligatoirement à la retraite. Comment qu'un enseignant puisse-t-il être en salle de classe en 3e année à l'âge de 75 ans? C'est sûr qu'il ne va pas travailler. Si on fait ce travail, on va dégager au moins 500 codes budgétaires au niveau des salaires. Il y a aussi les zombies. Il y a aussi ceux qui vivent à l'extérieur qui ont un salaire. Ceux qui travaillent dans les salles de classe ne reçoivent pas leur salaire, mais ceux qui vivent aux États-Unis. Et j'en connais beaucoup. On peut aller chercher un 500, encore 600 codes budgétaires pour payer ces gens. Il y a aussi la caravane. On y reviendra tout à l'heure. Comment dire qu'il y a de l'argent pour une caravane, qui est une idée présidentielle? Il n'y a pas d'argent pour honorer les responsabilités de l'État. Je crois que pour éviter le pire, pour éviter les casses qui s'annoncent, et je ne veux pas être pessimiste ni alarmiste, parce que cette grève des enseignants va se greffer au mouvement de revendication des étudiants. Et ce mouvement des étudiants est déjà violent, est déjà porteur de violence. 2 voitures ont été incendiées dans la zone de Linagay. On n'en parle pas. C'est devient banal. Je crois que pour éviter la casse, il faudrait que le gouvernement ait le courage de convoquer une conférence de presse, de demander au ministre des Finances de dégager ce qui peut être dégagé, de faire appel à la BRH, de faire appel à la BNC sur les 65% des profits qui doivent servir à financer des projets sociaux, demander un prêt à un taux privilégié à la BNC et dès lundi, commencer à émettre les chèques. On ne pourra pas tout émettre, mais au moins payer à ces enseignants 1 an de salaire. Ça, c'est le premier point sur la condition enseignante. Deuxième point, et aussi sans amertume, mais logique. Comment se fait-il qu'un policier, agent 1, ait un salaire de base de 21 000 gourdes, plus une carte de débit de 5 000 gourdes hors taxe? Beaucoup d'entre eux, le profil d'entrée exigé est le diplôme de fin d'études de l'école fondamentale, donc soit la 9e année, tandis qu'on demande à un enseignant, à l'instituteur, d'avoir au moins la philo, 3 ans d'école normale d'instituteur, et il est payé 13 000 gourdes. C'est normal que les policiers aient 21 000 gourdes. Ce qui est anormal, c'est que les enseignants aient 13 000 gourdes. Je trouve ça indécent. C'est un signal de violence symbolique contre le corps enseignant. C'est un signal de violence symbolique vis-à-vis de l'intelligence. C'est un signal de violence symbolique vis-à-vis du peuple haïtien dans sa totalité. C'est-à-dire que l'éducation, malgré les dires, malgré les prescrits constitutionnels, ne constitue pas une priorité. Alors qu'on ne vienne pas me parler de la communauté du savoir, de développer la recherche, etc. On s'en fout. Et cette éducation ne fait que renforcer le fossé qui existe entre les population haïtienne. Il n'y a pas une population haïtienne, comme il n'y a pas une population scolaire. Nous avons donc des populations qui vivent en parallèle, qui ne se rencontrent jamais, sauf dans la débauche carnavalesque ou des raras. Où pouvons-nous aller s'il n'y a pas des espèces de socialisation, des espaces de socialisation communs? On ne peut pas résoudre le problème d'Haïti si on ne redonne pas à l'haïtien son statut d'être humain. Moi, je dirais de préférence en créole, parce que du haut de mes 61 ans, quand j'étais enfant, adolescent et même une partie de l'âge adulte, quand quelqu'un vous disait monde ça son monde, ça charriait un ensemble de valeurs. Maintenant, où sont ces mondes? Je crois que le président de la République doit mener une bataille pour que lui-même, il soit pas le chef d'État, qu'il soit pas le premier des citoyens, mais qu'il soit le premier des mondes. Et pour qu'il soit le premier des mondes, il faut que dimanche soir, au plus tard, qu'il lance un appel au calme aux enseignants et qu'ils prennent les dispositions avec les autorités économiques et financières pour qu'en 1 semaine, en 2 semaines, les enseignants puissent, je ne dirais pas recevoir les 3 ans des arriérés de salaire, mais au moins recevoir 1 an d'arriérés de salaire. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que chaque ministre qui arrive, il dit, moi-même, j'ai hérité d'une situation compliquée parce que mon ministre précédent a embauché pas mal de professeurs sans tenir compte de la capacité budgétaire de l'État. Donc, comment peut-on expliquer une telle situation, professeur Desmézac, et comment pourrait-on résoudre ce problème? La situation a connu 2 étapes importantes. 3 étapes importantes. La première, c'est avec M. Victor Benoît, qui avait nommé un certain nombre de personnes. Là, on parle de 93. Après, en 2006-2007, avec Gabriel Bien-Aimé, qui avait nommé à peu près 3000 enseignants. Ça avait fait scandale et on avait accusé Gabriel Bien-Aimé d'avoir nommé 5000 et plus enseignants, ce qui était faux. On ne l'a jamais poursuivi parce que tout le monde s'était rendu compte qu'on avait grossi le nombre après son départ. Après, il y a eu quand même le ministre Vaner Pierre, qui, sous pression du gouvernement Martelly-Lamotte, a nommé près de 5000 personnes. Nous savons qui fait pression sur ces ministres pour nommer les enseignants, c'est le corps législatif, ce sont les parlementaires. Un ministre n'a pas le droit de dire à la radio qu'il a hérité d'une situation. Parce que c'est triste. Ça montre donc sa méconnaissance totale des dossiers qui l'attendent. Je ne vois pas quelqu'un qui accepte d'être ministre. On ne vous oblige pas à être ministre. C'est un choix personnel. Vous ne pouvez pas faire de démarche non plus pour être ministre. On doit faire appel à vous. Donc vous acceptez d'être ministre et vous ne connaissez pas la situation. Et vous me dites, vous avez hérité. Oui, il y a la continuité de l'État. Il y a la continuité de l'État. Que personne ne vienne me raconter que j'ai hérité.
Ça fait partie des privilèges et des avantages et des inconvénients et des problèmes. Privilèges et avantages dont vous avez droit: voiture officielle, utilisation abusive de la sirène, frais de 33%, frais de haut dignitaire d'État, billets d'avion pour partir, avantages et privilèges. Mais les inconvénients, c'est aussi de résoudre les problèmes. Alors arrêtons de déconner. Que le ministre ne vienne pas tenir ce discours patatiste, pour parler du bon français. Parce que vous êtes contraint de respecter les échéances de l'État. Il faut se colter à la réalité et dire au Conseil de gouvernement, en Conseil des ministres, si ce problème n'est pas résolu, mille excuses, tiens, bambino, je me retire. Surtout que l'actuel ministre est un enseignant comme moi. Donc il ne peut pas ignorer les conditions malheureuses d'existence des enseignants. Non seulement il y a le problème d'arriérés de salaire, mais il y a aussi la revalorisation salariale. Et pour ce, j'aimerais lancer un appel. Il faut que l'État investissent dans les secteurs clés, un peu comme le gouvernement dominicain. Le salaire de l'enseignant dominicain ne dépasse pas de beaucoup le salaire de l'enseignant haïtien. Mais le panier de la ménagère est un meilleur marché parce que le gouvernement a permis le développement d'entreprises produisant du poulet, des œufs, du saucisson, du salami, le manioc en quantité, a augmenté la production de riz. Le dominicain moyen ne mange pas de la viande de cabri chaque jour. Il n'a pas les moyens de le faire. Il ne mange pas un filet de bœuf chaque mois, mais son alimentation de base est garantie par une production nationale importante et orientée pour satisfaire les besoins de la population. C'est là qu'on doit aussi aller, parce qu'on augmente les salaires, il y aura toujours des revendications si on n'arrive pas à contrôler le taux d'inflation. Et pour travailler, avoir un impact sur le taux d'inflation, il faut y avoir une production nationale. Donc selon vous, il est absolument important, est-ce que le président de la République trouve un moyen quand même pour désamorcer cette bombe ? Moi, je pense que dimanche soir plus tard, il doit faire une déclaration. Il désarme cette bombe, parce qu'il y a d'autres bombes qui vont venir. On ne peut pas continuer à gaspiller 6 milliards de gourdes à financer mes promenades au bord de la mer, en finançant l'essence. C'est 6 milliards de gourdes de manque à gagner. Et on l'a vu au niveau des recettes. On rentrait à les 200 millions par mois en taxes sur les produits pétroliers. Maintenant, nous sommes à 23 à 30 millions. Je ne veux pas m'engager sur les chiffres. On va parler des produits pétroliers tout à l'heure. Alors, sur la question de l'éducation, comment stopper cette hémorragie, professeur Demeza? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive, on ébauche sans tenir compte des disponibilités. Que l'État, le chef de l'État, le ministre prennent la responsabilité. Un ministre qui nomme de cette manière viole le décret portant sur l'organisation de l'administration publique. Il y a des sanctions administratives, il y a aussi des sanctions pénales. Et ce décret portant sur l'organisation de l'administration publique dit très clairement que le ministre est responsable personnellement des actes qu'il pose. Il faut que le Premier ministre n'octroie pas à tout ministre pour des raisons politiques le droit de signature, une délégation de nomination. Il faut qu'il y ait cette vérification. Et cette vérification doit se faire par le MRH, il faut voir si les critères d'embauche sont respectés, et par le ministère des Finances qui dit non, nous ne pouvons pas employer 200 personnes au ministère des Finances parce que le budget permet seulement d'embaucher 100 personnes. Il faut aussi que les parlementaires prennent conscience qu'ils doivent faire pression sur le gouvernement pour favoriser la création d'emplois à travers le pays, au nom, et non que eux ils fassent pression sur les ministres qu'ils ont nommés, parce que je pense que le sénateur Lambert l'a dit très clairement le 15 mars, ils ont nommé des ministres et non de faire pression sur les ministres et les directeurs généraux pour créer de faux emplois. Alors on arrive dans certaines institutions, nous avons une structure pyramidale aberrante où nous avons 50 messagers, 45 chauffeurs, 200 ménagères, parfois il y a seulement 10 véhicules dans ce ministère, donc alors il n'y a pas de cadre pour travailler. Alors sur la question des enseignants, vous pensez que vraiment il faut engager le dialogue avec les syndicats d'enseignants pour résoudre assez rapidement le problème, pour éviter d'autres ennuis, professeur Demeza? Je pense que le temps du dialogue est passé. Il faut annoncer des mesures concrètes et qu'on demande au ministère des Finances de travailler la fin de semaine et que les chèques soient émis. Au moment où les étudiants et où les professeurs gagneront les rues, les chèques seront disponibles au niveau du ministère pour livraison aux enseignants. C'est le seul moyen. Sinon, la grève va être très dure, il va y avoir de la casse et tous les frustrés des régimes précédents vont être aussi dans la rue et grossir les rangs des enseignants. Je vois déjà Josué Mérilien qui lance une mise en garde. Il faut éviter toute récupération politique de ce mouvement qui sera lancé par les enseignants. Mon œil, M. Mérilien sait pertinemment, en le disant, il ne fait que se protéger. Mais M. Mérilien sait très bien que chaque groupe se prépare pour venir se fondre dans cette cohorte d'enseignants dans les rues. Je ne peux pas organiser une manifestation seule, mais si j'ai 100 personnes, j'investis les rues, donc ça va grossir les nombres et on va avoir un nombre d'enseignants plus élevé que ceux enregistrés au niveau du ministère. Et M. Mérilien sait très bien que ce qu'il dit ne sera pas la vérité. Donc, pas vrai du tout. Selon vous, les enseignants, ils ne peuvent plus faire de concessions à l'État aujourd'hui, professeur Demeza? S'ils en font, je serais très indigné. Ils ne doivent pas en faire. Et moi, s'ils rentrent en grève, il ne faut pas que la grève soit pour les journées du 8 et du 9. Il faut qu'une grève manche longue pour les obliger à payer. Ce sont quand même les écoliers qui vont faire les frais. Ah, c'est là
qu'il y a des populations qui vivent en parallèle. Les enfants des ministres n'en souffriront pas. Il y a les examens d'État qui arrivent aussi. Écoutez. Dernièrement, j'étais à Cité Soleil. Les jeunes de Cité Soleil sont organisés pour recevoir les enfants au niveau de la 9e année de toutes les classes pour faire des cours de rattrapage le samedi. Que les enseignants s'organisent pour rencontrer les enfants, mais en dehors des heures de classe. Il faut, c'est une urgence nationale. Il faut que nous arrivions à résoudre ce problème. Il faut, si l'argent du Fonds national d'éducation, qui n'existe pas, parce qu'il n'y a aucune loi qui a été votée, il faut qu'il y ait des arrestations, il faut qu'il y ait des condamnations. Moi, je sais qu'à la Croix des Bouquets, il y a 18 écoles. On a présenté un rapport sur 18 écoles. Sur les 18 listes, c'était les mêmes noms des mêmes enfants. Monsieur Nesmi Maniga a pris son courage demain. Il a sorti un rapport. 3000 exemplaires. Allez chercher un rapport. Monsieur Rothschild François Junior, vous ne trouverez pas. On a disparu le rapport, parce que les cas de vol et de détournement sont clairement identifiés. Donc pourquoi c'est l'enseignant qui doit payer? Pourquoi demander une conscience nationale à l'enseignant, tandis que les dirigeants au plus haut niveau de l'État n'en ont pas? Vous me parlez de dignité, de respect de l'autre. Mais m'excuse, pourquoi vous ne me payez pas? Vous me demandez d'avoir des traits de caractère. Vous ne me demandez de défendre des valeurs, tandis que vous les foulez quotidiennement aux pieds. Chaque mois, le président a son salaire. Chaque mois, le président a ses frais. Chaque mois, le président a ses frais de représentation. Chaque fois, le ministre et les ministres, les députés, les sénateurs ont leurs frais. Les fonctionnaires ont leur salaire. Pourquoi c'est l'enseignant qui n'a que 13 000 gourdes? Ça constitue un danger pour la balance économique, macroéconomique du pays. Qu'on arrête de se foutre de la gueule de ces 20 000 personnes qui souffrent. Il y a une recrudescence au niveau du corps enseignant des cas de tuberculose. Il y a une recrudescence des cas de malnutrition. Arrêtons de jouer à l'autruche. Arrêtons de demander des sacrifices à ceux qui sont les plus démunis. C'est peut-être cynique. On peut me dire que je suis en train de faire l'apologie de la violence. Je ne fais pas l'apologie de la violence. Que les enseignants restent chez eux. Ils n'ont même pas allé suer sur le béton. Et je n'appelle au président de la République, qui est censé être le premier citoyen, donc aussi le premier enseignant, qui a été à l'université Quisquéa et qui a étudié l'éducation, qui nourrissait le rêve d'être un professeur de sciences sociales, qu'il se ferme un moment les yeux. Il pourra peut-être se rappeler que s'il n'avait pas fait le choix d'aller dans le secteur des affaires, il serait lui aussi en grève, car professeur du lycée de Port-de-Paix ou de Saint-Louis du Nord, il n'aurait pas reçu son salaire depuis 3 ans. Comment aurait-il pu éduquer ces 2 enfants? Comment pourrait-il continuer à vivre agréablement, sans salaire pendant 3 ans, avec épouse et enfants? Non. Moi, je le prône, je l'accepte. Qu'on m'appelle au niveau du parquet pour incitation à la débauche, à l'incitation à la grève générale. Oui, je suis pour cette grève générale des enseignants. Alors, autre sujet quand même très compliqué, c'est la question de la hausse des prix à la pompe. Le gouvernement l'a confirmé, le président l'a dit, le Premier ministre a dit. Donc, l'État ne peut plus continuer à subventionner les prix à la pompe. Est-ce que vous êtes de cet avis, professeur Desmaisons? En 2014, il y avait une commission chargée de réfléchir sur cette situation au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, M. Lalo, directeur de cabinet, connaît très bien le dossier. On allait mettre sur pied un système de coupons pour le transport public, pour ne pas qu'il n'y ait pas un impact sur l'usager commun. Mais à la pompe, le client comme vous et moi paierait le montant réel. Je ne vois pas pourquoi on doit me financer pour aller au bord de la mer le dimanche. Je ne vois pas pourquoi on doit me financer un industriel pour aller à son entreprise. Est-ce qu'il faut une politique de 2 prix? Pour le moment, oui, je suis pour qu'il y ait des coupons pour le transport en commun, comme un système de régulation. Mais comme tout est corrompu dans ce pays, on va le mettre sur pied et ce sont ceux qui ont le plus d'argent qui pourront acheter ces coupons de rabais. On ne peut pas continuer à financer à 6 milliards. De même qu'on ne peut pas continuer à financer à coût de 200 millions de dollars américains la production d'énergie dans ce pays. Or, nous avons la capacité multiple de mettre sur le toit du ministère du Commerce qui vient d'être construit des panneaux solaires. Ça s'est fait à l'hôpital de Muralais. Ils ne consomment pas une goutte d'essence. Ça s'est fait à l'hôpital des Gonaïves. Ça s'est fait à l'hôpital des petits frères et des petites sœurs. Pourquoi on ne le fait pas? On a inauguré une micro-centrale du côté de Ciné-Théâtre Triomphe pour éliminer la zone du Champ de Mars. On pourrait le faire pour l'ensemble de la zone du Champ de Mars. Il faut simplement un régulateur qui est adapté au système de l'EDH et on vendrait cette énergie. Que nous soyons... Écoutez, moi je crois que... Mon rêve, c'est de voir peut-être un poète, président de la République, devant un analphabète, ministre de l'Agriculture, un Ougan, ministre de la Santé, un analphabète, ministre de l'Éducation. Parce que ces gens peut-être viendraient avec des idées nouvelles. Et moi, je fais appel aux poètes de ce pays pour s'engager en politique. Parce que les poètes ont cette capacité de rêver, ont cette capacité de créer le rêve, ont cette capacité de développer l'espoir et l'espérance. Là, nous sommes en plein des espoirs et des espérances. Alors, il y a les syndicalistes, les syndicats de transporteurs publics qui annoncent déjà les couleurs. Ils mettent en garde le gouvernement contre toute hausse des prix à la pompe. Contre toute hausse des prix à la pompe qui toucherait le secteur du transport en commun. On n'a qu'à créer ce système de coupons qui a été analysé, développé au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie en 2014. Monsieur Lalo était ministre du Commerce à l'époque. Tout avait été fait et tout était prêt. La peur du gouvernement Martelly pour ne pas avoir de pression de rue, on a enlevé cette mesure. Mais je pense que le document avait été rédigé, les décisions avaient été prises, les scénarios avaient été élaborés, parce que le transport en commun, c'est peut-être 20% de la consommation énergétique d'essence. Le 80%, c'est
vous, c'est moi, c'est M. Goldenberg, c'est M. le Président, c'est M. le Premier ministre, que nous payons les coûts réels et que ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas une voiture privée, paient moins que nous. C'est la politique, c'est la vision de John Rawls. C'est la différence entre justice et équité. Il faut que nous ayons une réflexion épistémologique sur l'équité. Donc, selon vous, c'est absolument nécessaire. Le gouvernement doit arrêter cette subvention en ce qui concerne les prix des produits pétroliers, tout en trouvant une formule pour ménager les nécessiteux, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il faudra quand même que cela se fasse dans un cadre de concertation. Ah non, certainement. C'est que on n'a pas de gouvernement fort depuis plusieurs années en Haïti. Et ils pensent qu'ils sont forts, ils ne sont pas forts parce que ça manque de légitimité, de crédibilité. Bon, on ne va pas entrer dans un débat politique là-dessus, on le fera une autre fois. Ces gouvernements successifs manquent de légitimité, de crédibilité. Donc, ces gouvernements successifs n'ont jamais pu imposer quoi que ce soit. Il faut donc ce dialogue social. C'est là qu'il faut un dialogue avec les syndicats, avec les usagers, et d'avoir une campagne de communication pour dire voilà la situation, si nous continuons comme ça, ça va aller de mal en pis. Donc il faut qu'on prenne des décisions, et ces décisions sont difficiles, mais il faut qu'on les prenne. Parce que si je crois comprendre bien, il y a des conditionnalités au niveau du FMI. Pour les nouveaux droits de tirage spéciaux des DTS. Il y a aussi les conditionnalités en termes de dons. Donc alors faisons un premier pas aussi, mais que ces dons soient bien utilisés. Parce que moi j'ai appris de manière fortuite que le FMI avait fait un don de 42 millions de dollars au gouvernement après Mathieu, mais quand je vais dans le sud, quand je vais dans les Nib, quand je vais dans la Grand'Anse, je vois même pas un copec, un centime dépensé pour améliorer les conditions de ces gens. Où sont passés ces 42 millions? Expliquez-les-moi. Donc arrêtons de jouer à l'autruche. Je ne dis pas que le président arrête de dire qu'on va lutter contre la corruption. Il y a des mesures qu'on prend contre la corruption. Il faut qu'on lutte contre le gaspillage. Et pour créer des emplois, que le gouvernement prenne une décision, que maintenant, tout ce qu'on peut trouver comme mobilier ou comme matériel de bureau en Haïti, qu'on privilégie la filière Made in Haïti, comme on le fait en France, comme on le fait partout au Canada. Alors, je ne vois pas pourquoi qu'on ne pourrait pas avoir des poubelles en osier, au lieu d'avoir des poubelles en plastique qui vont prendre 80 ans pour disparaître dans la nature. Je vois pas pourquoi que, au lieu de balayer les rues avec des balais fabriqués en République dominicaine en plastique, pourquoi on prend pas nos balais en latanier. Je vois pas pourquoi qu'on ne demande pas de fabriquer en bois peint, comme on le fait si bien à Jacmel, pour nous des porte-crayons, des porte-trucs, au lieu d'acheter des trucs en plastique venant de l'extérieur. Il y a donc un ensemble de mesures. Pourquoi avoir un salon fabriqué Roche-Beaubois qui se vend 50 000, 100 000 $ aux États-Unis, on peut avoir des beaux salons en bois précieux, fabriqués en Haïti. Pourquoi on est obligé d'importer des pupitres fabriqués à l'extérieur, tandis qu'on a la AFCO, moi je cite des noms. Il y a cette très belle entreprise qui avait été implantée à Marmelade par le président Préval, où tout le corps du pupitre est fait en bambou. C'est seulement le dessus, pour l'écritoire, qui est en bois importé. Mais pourquoi ne pas développer ces réseaux? Alors, écoutez, ne me dites pas que le pays n'a pas les moyens. Nous ne voulons pas, parce que nous ne faisons pas marcher notre imagination. C'est pour ça que je parle du Ougan comme ministre de la Santé, d'un analphabète comme ministre de l'Éducation nationale, et d'un poète peut-être comme président. Ça nous permettrait de rêver. Je veux dire, avec des idées. Alors, position des mises à autre point d'actualité, quand même, c'est la caravane du changement qui a été lancée par le président de la République dans la vallée de l'Artibonite. Ça a été une promesse de campagne, et le président, il est très fier, très satisfait quand même de cette caravane qu'il a lancée. Il mise beaucoup sur cette caravane pour booster le secteur de l'agriculture dans la région de l'Artibonite. Quelle appréciation faites-vous de ce projet? En 2006, j'avais applaudi des deux mains à tour de bras la décision prise par le président Préval de mettre sous pied une commission technique pour nous doter ce pays d'un cadre de planification pour 25 ans. Et de là, on pourrait donc avoir des plans quinquennaux et des plans annuels. Malheureusement, le président Préval l'a promis, pris dans l'engrenage du quotidien, pris dans le grenage des flatteurs, pris dans ses propres pièges aussi, en tant que président, on n'a eu aucun plan. Et il est arrivé à proposer le maillage routier. Le maillage routier aurait dû faire partie de ce plan, pour les 25 ans. Alors, j'ai la même remarque pour la caravane. La caravane fait partie de quel cadre programmatique? Est-ce qu'on a un document qui dit, avec ces interventions, on avait un rendement de 2 tonnes d'hectare, on va avoir un rendement dans 6 mois de 3 tonnes d'hectare, dans 18 mois, on va avoir un rendement de 5 tonnes d'hectare. Et voilà l'impact économique que ça va avoir. Il ne faut pas confondre caravane de cirque et caravane pour le développement. Il y avait 700 voitures de luxe à Bokozel. Chaque ministre est arrivé avec son escorte. Chaque directeur général avec son escorte. Chaque élu avec son escorte. Chaque organisation nationale avec son escorte. Ça a été tellement beau de prendre les autobus et que tout le monde aille en autobus. L'économie réalisée sur les dépenses d'essence aurait facilement pu réaliser des travaux d'urgence dans la Grand'Anse et dans le sud.
2. Le paysan haïtien n'est plus capitalisé. Quand vous m'amenez de grosses machines comme ça pour percer des routes et faire des travaux, qu'est-ce que le paysan va gagner? Moi, je crois qu'il faut un alliage, un savant dosage entre les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et les travaux mécaniques. On peut commencer avec les bras à percer une route, mais on va finaliser avec la machinerie pour permettre aux paysans de capitaliser. S'il travaille pendant 20 jours ou 24 jours durant un mois, à la fin du mois, j'ai la certitude qu'il va capitaliser au moins un poulet, pour ne pas dire un cabri. Mais là, il est en train de regarder le balai de la mécanisation sans savoir. Il est en train d'attendre. On lui dit que ça va aller mieux. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas un taux de chômage de 4,5%. Nous avons 80% de la population qui croupit dans la misère et qui n'a pas d'emploi. Alors qu'on arrête à confondre mécanisation et modernisation. Mécanisation et modernité. La modernité, c'est plus que ça. La modernité, c'est plus que ça. C'est pour ça qu'il nous faut des poètes pour rêver. Pourquoi ne pas permettre aux paysans de capitaliser? Donc, je vous donne des exemples. Mais l'idée en elle-même est généreuse. Pourquoi ne pas avoir résolu le problème avec le CNE au lieu de louer du matériel? Pourquoi ce conflit avec CNE? C'est parce que Jules Célestin a été le directeur général? C'est parce que c'est M. Préval qui avait imaginé, inventé le CNE? Pourquoi ne pas s'asseoir et lui dire que nous allons remembrer le CNE? Le CNE nous a doté de certains nombres de routes. La route menant par Titanien à Sedo. La route qui nous a permis de découvrir le Fort Drouet. Et il y a eu d'autres, la route de Campérin. Il y en a d'autres, à Gros-Morne, etc. Ah, maintenant, le CNE a été dépucé. Chaque élu, en fonction de ses pouvoirs, prend 3 gros matériels, l'installe quelque part pour dire, de manière en se battant, se frappant l'estomac comme un con, m'a travaillé pour le peuple, mais on sait très bien que ces camions servent à apporter, à livrer des matériaux chez des particuliers. Au niveau de l'EDVA, c'est la même chose. Donc pourquoi ne pas centraliser, donner au CNE les moyens? Tout élu pourrait venir dire, j'ai un projet de route, étudiez-le pour moi, ça va prendre 20 jours, on va le faire avec vous. Le faire avec vous, ça veut dire que l'élu peut participer financièrement, mais c'est le CNE, le ministère de la République, qui serait les maîtres d'œuvre. Mais non, là, ce sont des petits projets individuels. Donc vous ne pensez pas vous-même que la caravane puisse apporter le changement escompté par le président de la République, Jovenel Moïse, ce projet qui est vendu par le chef de l'État aujourd'hui? Si la caravane faisait partie d'un cadre programmatique, d'un plan quinquennal, j'applaudirais. Mais je ne peux pas applaudir un coup d'épée dans l'eau. Je ne peux pas applaudir une promesse électorale. Il faudrait que la décision de la caravane s'inscrive dans un cadre beaucoup plus global, à mon avis. Ma formation de base, c'est l'enseignement des sciences sociales, mais mon premier poste de la fonction publique haïtienne est au ministère de l'Éducation nationale, à la direction de la planification. Donc, qu'on le veuille ou non, on peut critiquer tout ce qu'on veut au gouvernement de Duvalier, mais on peut dire qu'on avait une administration publique avec Raoul Berret, avec d'autres, Blanchard, etc., qui avait doté de ce pays d'un savoir en termes de planification économique et sociale. Donc pour vous, il n'y aura pas de renforcement de la production rizicole dans la vallée d'Artibonite, du train que ça va avec la caravane, la façon comme ce projet est mis en application par le chef de l'État aujourd'hui? Il y a une deuxième critique. On veut que le paysan mette les terres en commun. C'est pas de la réforme agraire, c'est ce qu'on appelle en géographie le remembrement. Un remembrement mécanisé. On va augmenter la production, mais il y aura moins de paysans sans terre qui pourront vivre dans l'Artibonite. Donc qui vont migrer à Port-au-Prince. On va piquer le riz avec une machine. Et celui qui est piqueur de riz depuis 10 générations, il va vivre de quoi? On va couper le riz à la machine. Et celui qui coupe le riz à la main depuis 50 ans, on va faire quoi de lui? Et quoi faire? Il faut quand même moderniser le système. Il y a des projets qui ont été réalisés. Il ne faut jamais oublier qu'en 1985, sans modernisation, simplement avec une gestion rationnelle de l'eau. C'est pas les sénateurs et les députés qui vendaient l'engrais. C'est pas les amis du président qui vendaient l'engrais. Allez voir M. Jean-André Victor. On était arrivé à augmenter la production. Et Haïti était devenu, fin 85, exportateur de riz. Et M. Victor l'a signalé. On est en train de déstructurer le système de production de riz. Je ne dis pas qu'il faut garder le système traditionnel. C'est pas ce que je dis. Je suis pas con. Mais on ne peut pas les déstructurer un mode de vie. On ne peut pas détruire les emplois au niveau de la vallée. Il faut qu'il y ait un savant dosage. Et ce savant dosage aurait dû se faire dans le cadre d'une réflexion. Allez voir M. Jean-André Victor. Il avait obtenu des résultats en tant que directeur général de l'ODVR. Il n'y avait pas de location du matériel roulant. Il n'y avait pas de location de tout ça. L'engrais était vendu directement aux paysans. Il n'y avait pas 50 000 intermédiaires. L'eau était disponible. Les canaux étaient curés. Non, ils sont sérieux. Soyons sérieux là. Moi, l'idée en elle-même est généreuse, une caravane. Au lieu d'avoir des petites actions dans plusieurs zones, on concentre le tout sur une zone. Après, on dit que ce sera le sud, bravo. Actuellement, dans le sud, à Torbec, on fait plus que 2 tonnes d'hectares avec la coopération taïwanaise. Mais j'ai pas vu les grosses machines à Torbec. Et on a augmenté la productivité à l'hectare. Donc il faut des ajustements dans le cadre de ce programme lancé par le président de la République, la caravane du changement, du développement. Oui, je dirais ajustement, mais je ne dirais pas ajustement dans le sens du FMI, ajustement structurel, mais des ajustements, des adaptations, et partir
de ce qui existe réellement. Il nous faut des anthropologues pour étudier la réalité. Il nous faut des sociologues. Mais tandis que nous, on arrive, on a une idée généreuse et on l'applique. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces populations, de ces ouvriers agricoles de la vallée? Ils vont devenir quoi? Ils vont venir inciter soleil. Ils vont augmenter la violence. Ils vont augmenter la misère. Alors ils vont me dire c'est la résilience. On va me montrer des belles photos avec de grandes machines, de grandes batteuses ramassant le riz. On va me dire nous sommes un pays moderne. À quel prix? Le secteur agricole c'est seulement 2 à 3% aux États-Unis. Mais nous c'est plus que ça. C'est plus que ça. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire du paysan sans terre? Qu'allons-nous faire du paysan sans terre? C'est la grande question face à cette problématique, à cette caravane. Et caravane pour caravane, moi je pense que est-ce que les jeunes de l'Artibonite ont eu leur mot à dire? Parce que caravane implique partage, implique co-direction. Peut-être qu'ils soient analphabètes, mais on dirait comme l'autre, analphabète pas bête. Est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient? Et moi, du bas Artibonite, le paysan dit toujours, réduisez le nombre d'intermédiaires au niveau de l'engrais. Curez les canaux. Le paysan n'a jamais dit, mettons nos terres ensemble. C'est un cheminement conceptuel, c'est un cheminement humain d'arriver à mettre ensemble des biens communs. Dans ton quartier, va voir tes voisins, ils ont peut-être une génératrice. Le deuxième voisin a une autre génératrice. Et va les voir, eux qui ont été à l'école, qui ont des diplômes universitaires. Dis-leur, au lieu que chacun ait une génératrice de 10 kW, installons une génératrice de 200 kW. Le coût serait moins d'investissement initial, parce que entre 10 et 200, il n'y a pas une différence de 20 fois la valeur. La consommation d'essence serait moins. Il y aurait moins de bruit, il y aurait moins de pollution. Tout le monde va dire, non, tu as fait privé. Alors pourquoi maintenant nous n'appliquons pas ce principe du partage des responsabilités et du partage de l'investissement en milieu urbain? Dans les grands qui savent lire, qui ont des diplômes et qui ont des on dit carrément on va l'imposer en milieu paysan. Moi j'ai un problème d'ordre conceptuel, d'ordre moral, d'ordre éthique. Alors pour terminer, comment vous voyez les premiers pas du président de la République Jovenel Moïse? Disons que le premier faux pas du président Moïse, la transition a été mal organisée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gens qui avaient une connaissance au lendemain même de la prestation de serment des dossiers. Et surtout qu'on est venu avec un ensemble d'inconnus. D'inconnus venant de je ne sais où, de quelle planète, comme ministre ou comme directeur général, qui ne connaissaient pas le système, qui ne connaissent pas l'administration publique. Donc la transition a été mal gérée. Sur ce. Deuxièmement, vous me parlez de pas. Moi je dirais que s'il y a eu pas, peut-être qu'il y a eu un arrière, il y a eu un arrière. Je vois pas pourquoi le président a été inauguré un petit centre de livraison de cartes d'identification nationale à H. C'est un petit peu imiter ce que faisait M. Martelly, mais on en avait déjà marre avec ce que faisait Martelly, donc ça ne nous plaît pas non plus. Si vous voulez, c'est peut-être la caravane, mais la caravane, on en a déjà parlé. Et quoi d'autre? Rien. Il a été dans la Grand'Anse. Il n'y a pas un arbre qui a été planté dans la Grand'Anse par l'État, par le gouvernement après Mathieu. Ça fait 6 mois. Pas un seul arbre. Pas un seul. Les rares arbres qui ont été plantés l'ont été par le secteur privé, par les gens qui ont décidé de reprendre confiance dans ce pays et ont été chercher des plantules. Macaya, les 13 rivières de Macaya continuent à aller verser leur eau à Campérin, à Torbec, à Ocaille, avec les inondations qui s'en suivent. Qu'est-ce qui a été fait? Moi, je crois qu'il doit arrêter d'avoir ce discours moitrinaire, en ce sens, Macron limite très bien ces jeux, tandis qu'un chef d'État parle au nom de peuple. C'est le nous collectif. Mitterrand était fort dans ça. Chirac était fort. Quand il disait nous, peuple français, alors qu'il sorte de son moi je veux, qu'il me dise nous, peuple haïtien, nous allons faire ensemble. À ce moment-là, je serais encore beaucoup plus enclin à l'écouter. Moi, je trouve décevant ces 4 premiers mois. Je trouve décevant la manière de gérer de ses collaborateurs, de ses ministres. Allez demander à un ministre qu'est-ce qu'il compte faire demain matin. Il ne pourra même pas vous dire qu'à 10h du matin, il va aller à la toilette faire pipi. Il ne sait même pas qu'il aura besoin de faire pipi à 10h du matin. Donc, il n'a pas d'agenda. Or, je crois qu'il y a des gens qui... Je ne dis pas de changer ses ministres. Il a le choix de ses ministres. Même il excuse. Il a l'obligation de choisir des directeurs généraux compétents, qui sont les gardiens de la continuité de l'État, qui sont les gardiens de l'obtention de résultats. Merci beaucoup, professeur Demeza, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir et on se reverra certainement. Moi, je pense que ça me fait plaisir cette émission. On n'a pas parlé de politique politicienne. On a parlé de perspective de devenir. Et je répète mon conseil aux enseignants. Tenez bon, je suis avec vous. Merci beaucoup. Alors, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, le représentant de l'UE en Haïti, l'ambassadeur Vincent Degers, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de la semaine de l'Europe. Effectivement, comme chaque année, on
notre fête nationale le 9 mai, où on célèbre effectivement la déclaration de Robert Schuman, qui était l'acte fondateur de l'Union européenne. Et autour de cette célébration, on fête l'Union européenne au sens large, avec des activités à la fois, je dirais, artistiques, des activités festives. On a des concerts, on a des défilés de mode, on a plein de choses qui rapprochent l'Union européenne et Haïti, c'est toujours dans cet esprit-là. Et puis on a des activités un peu plus pédagogiques sur qu'est-ce que c'est que l'Union européenne. On a une conférence d'ambassadeurs qu'on va organiser dans ce contexte-là. Et aussi des conférences plus thématiques, le post-Matthew dans le Sud, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la résilience, le rôle des femmes également dans l'économie haïtienne. Voilà, donc un ensemble de sujets qu'on souhaite animer et avoir une discussion approfondie avec les acteurs haïtiens ou actrices haïtiennes et aussi les soutiens qu'ils ont effectivement du côté de l'Union européenne ou de ses États membres. Alors pourquoi c'est différent cette année, ambassadeur Vincent de Géa? Parce qu'il y a beaucoup d'activités cette année, on peut le dire. Mais écoutez, on a pas moins de 28 activités, donc autant que d'États membres qu'il y en a dans l'Union européenne, donc c'est un peu un symbole quelque part. On a déjà démarré avec un premier lot qui est un festival du film qui se déroule cette semaine, effectivement, qui s'est terminé aujourd'hui d'ailleurs, avec d'excellents films qu'on avait fait venir de l'ensemble de nos États membres, qui étaient projetés soit à la Focale, soit à l'Institut français, qui étaient nos deux partenaires, on va dire, dans la mise en œuvre de cette opération-là. Et là, on va démarrer proprement le festival la semaine de l'Union européenne. Et on l'a fait comme l'an dernier, on a dit... Haïti, ça n'est pas que Port-au-Prince, comme on sait, mais il y a d'autres villes dans le pays et on va célébrer un petit peu le lancement de cette semaine. Cette année, exceptionnellement, je dirais aussi par acte de solidarité, nous allons le faire dans la ville d'Écailles. Donc il y aura des conférences thématiques, comme j'ai dit, d'ambassadeurs, des discussions sur le post-Matthew, justement, et c'est le lieu approprié pour avoir cette discussion également. Et puis on aura aussi l'aspect festif, et cette année, on est très très heureux parce qu'on a un programme vraiment de très haut niveau avec des artistes de renom international, puisque c'est le chanteur franco-malien Oxmo Puccino qui viendra au CAI. Puis on refera un autre concert ensuite dans la semaine à Port-au-Prince. Donc pour vous, pour l'Union européenne, il était important d'associer les CAI à cette initiative, à cette célébration, pour attirer l'attention un petit peu sur ce qui s'est passé dans la zone de la Grand'Anse, le Grand Sud. Oui, tout à fait. Je crois que c'était tout à fait essentiel de montrer qu'il y a un attachement effectivement à ce qui se passe dans le Sud aujourd'hui, qu'il y a une attente, une vision sur ce que l'on doit faire et dans l'immédiat et ce qu'on doit faire dans le long terme. On va organiser une conférence thématique d'ailleurs là-dessus sur ce thème précisément demain. Et vous savez que l'Union européenne a marqué sa solidarité, puisqu'on a débloqué 35 millions d'euros quand même pour le Sud. On va probablement engager d'autres programmes, notamment des programmes urbains, sur la ville d'Écailles et sur la ville de Jérémie. On l'a vu récemment, c'est des villes très fragiles. La moindre pluie, si je peux dire, aujourd'hui se transforme en inondation majeure, etc. Donc il faut effectivement appuyer les autorités locales dans la meilleure structuration urbaine pour éviter ces catastrophes à répétition que l'on voit trop souvent aujourd'hui. Donc voilà, donc on veut à la fois apporter un peu d'espoir avec de la musique, de la chanson, effectivement, pour les habitants d'Écailles, et en même temps réfléchir avec eux sur les sujets difficiles, compliqués, effectivement, qui sont ceux de la résilience, entre guillemets, comment se préparer. On ira aussi dimanche lancer ou inaugurer le projet qu'on a financé sur la vallée qui va d'Écailles vers Campérin, puisqu'on a là plus de 2000 agriculteurs ou familles d'agriculteurs qu'on va soutenir à travers un projet de sécurité alimentaire, la recapitalisation, la plantation ou replantation, je dirais, des arbres fruitiers là-bas, et aussi la réparation des ouvrages d'irrigation, etc., qu'il va falloir entreprendre et réaliser en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et en partenariat avec l'Agence française de développement. Donc on montre encore une fois la combinaison du travail entre les acteurs européens, que ce soit nos États membres, que ce soit l'Union européenne elle-même, et aussi bien sûr les responsables haïtiens. Donc dans la région du Grand Sud, vous travaillez avec les ONG, aussi avec le gouvernement haïtien? Ça dépend un peu du type d'activité que l'on envisage. L'aide d'urgence, si vous voulez, traditionnellement, effectivement, ça va venir d'abord, je dirais, avec les mécanismes qu'on a mis en place précédemment, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé depuis des années sur la gestion des risques et des astres. Donc il y avait du matériel prépositionné déjà sur site, si je puis dire. Donc on a pu utiliser la formation
des brigadiers qui sont intervenus immédiatement lorsque le désastre est arrivé. Donc tout ceci, c'était les choses qu'on avait mis en place. Les COUD, Kuhn et autres centres d'urgence opérationnelle, ça fait partie de cette stratégie nationale de gestion des désastres que l'Union européenne a soutenu déjà depuis plusieurs années. Donc il y a ce type d'action. Ensuite, il y a le désastre, effectivement, malheureusement, et l'aide d'urgence qu'il a fallu acheminer, à la fois médicaments, eau, etc. Il y a eu la mobilisation par l'Union européenne de son mécanisme européen de protection civile. Vous rappellerez effectivement toutes les actions que l'on a faites dans ce contexte-là. Et maintenant, effectivement, on doit... L'urgence n'est pas tout à fait finie, parce qu'il y a encore des souffrances et il y a encore de l'aide d'urgence à apporter, mais en même temps, il faut penser à l'avenir, reconstruire le tissu économique, reconstruire le tissu social. Donc on est dans cette phase de recapitalisation, et notre idée, c'est de nous engager non pas sur 1 an ou sur 2 ans, mais vraiment sur le long terme, de travailler sur ces problématiques à long terme pour vraiment essayer de rendre les habitants de ces zones plus à même de faire face lorsque la catastrophe arrive. On va faire des choses, par exemple, on parlait de l'urbain, de l'aménagement urbain tout à l'heure, donc je vais voir le maire d'Écailles demain, on va reparler parce qu'on a déjà eu des contacts sur quoi faire, et je pense qu'on va probablement débloquer une vingtaine de millions pour les 2 villes, 21 millions d'euros, je parle pour les 2 villes d'Écailles et de Jérémy. Donc on va réfléchir un peu comment structurer effectivement cet aménagement urbain et quelles infrastructures il va falloir effectivement financer et mettre en place. Donc ça, c'est un type d'action. J'ai aussi mobilisé la Banque européenne d'investissement, et là on va travailler sur soit des axes routiers, la bande côtière qu'on veut effectivement rendre aussi. C'est une route qui a souffert, comme vous le savez, qui a été en partie détruite et démolie, donc il va falloir reconstruire cette route, la rendre aussi une fois plus résiliente, donc mieux construite, si je puis dire, pour faire face à ce type de problèmes. On veut aussi travailler avec les autorités, bien sûr, sur la recréation, j'allais dire, des ports de cabotage sur la zone de la Grande Anse. Donc il y avait dans le temps effectivement beaucoup de ports de cabotage qui aujourd'hui ont un petit peu perdu de leur activité ou qui carrément ont disparu. Donc c'est de recréer cette activité qui sera utile à la fois pour les pêcheurs avec peut-être des chaînes de froid pour la conservation, etc., qu'on va mettre en place aussi, mais aussi qui peuvent servir évidemment de point d'acheminement lorsqu'il y a une catastrophe, qui peuvent servir effectivement pour l'approvisionnement. On l'a bien vu, on a redécouvert avec Mathieu que Haïti était une île, et que si on ne peut pas arriver par la route, on peut parfois arriver par la mer. Voilà, donc il faut tenir compte de tous ces enseignements et mieux réfléchir sur l'avenir. Alors, ambassadeur Vincent Deger, il y a les sénateurs qui décrivent une situation extrêmement compliquée dans la région du Grand Sud. D'ailleurs, ils ont même demandé au président de la République de décréter l'état d'urgence humanitaire, si je peux dire, dans cette région du Grand Sud affectée par Mathieu. Et il y a eu les récentes pluies qui ont également aggravé la situation. Écoutez, oui, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, l'urgence, c'est pas terminé. Malheureusement, l'urgence, même après 6 mois après le passage de Mathieu, on est toujours dans ça. Il y a aussi des enseignements à tirer, je crois, en termes organisationnels. C'est vrai qu'on a peut-être besoin d'avoir une plus claire définition de responsabilité sur qui est responsable de quoi au niveau décisionnel sur le Grand Sud. Je crois que ça aussi, c'est un des impératifs que l'on a, de manière à ce que l'aide internationale aussi, et l'aide haïtienne aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité aussi qui est venue du côté de la diaspora, mais aussi du côté des habitants ici du reste du pays, vers le sud, donc pour mieux canaliser toutes ces ressources et toutes ces énergies et faire travailler de manière coordonnée et articulée, avec, encore une fois, je disais tout à l'heure, avec une vraie vision sur comment faire évoluer le pays ou évoluer la zone à plus long terme. Là, je parlais de l'aménagement urbain. C'est pas normal, si vous voulez, aujourd'hui, que l'on recommence à construire dans des zones qu'on sait, des zones à risque, inondables, qui ont été ravagées par Mathieu et qui seront ravagées par le prochain ouragan qui viendra. Donc on est en train parfois de recréer des conditions du prochain désastre, si je puis dire, parce que effectivement, souvent, ce sont les familles pauvres, autres, qui se replacent effectivement dans les ravines, dans les zones qui sont inondables et qui vont être à nouveau, si je puis dire, les premières victimes si un nouveau ouragan se prépare. Donc il y a besoin effectivement de mieux réfléchir comment s'organiser, d'appuyer évidemment ces populations, de venir les aider en soutien et d'organiser la reconstruction de manière organisée. Alors, ambassadeur Vincent Deger, l'Union européenne insiste toujours sur la question de la mise en place des institutions. Aujourd'hui, on peut dire que toutes les institutions sont en place, le président, le Parlement. Est-ce que ça voudrait dire qu'au niveau de la coopération, ça marche maintenant? C'est plus facile pour vous de coopérer avec Haïti? Écoutez, d'abord, effectivement, on est très heureux de cette situation institutionnelle retrouvée. Il reste encore
des élections indirectes à compléter, donc ça sera aussi important. On avait pendant 2 jours, hier et avant-hier, une mission de nos observateurs électoraux qui sont venus une nouvelle fois en Haïti, non pas pour observer les élections, mais pour rendre leur rapport sur leurs observations et quelques recommandations qu'on souhaitait partager évidemment avec les autorités haïtiennes. L'une d'entre elles qu'on a évoquée, bien sûr, c'était de transformer le conseil électoral provisoire depuis 1987. Donc il faudrait qu'il devienne permanent, à notre avis, pour justement consolider. Ces élections se sont finalement bien terminées, si je puis dire. On a le résultat que vous décriviez tout à l'heure. Maintenant, il faut capitaliser, je dirais, sur cette bonne exécution qu'on a eue des élections, tirer les enseignements et consolider tout ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le calendrier électoral commence déjà ou va commencer à courir très bientôt. On aura des élections sénatoriales dès 2019, des élections de la Chambre des députés dès 2020 et des élections présidentielles 2021. Et c'est presque demain, j'allais dire, tout ça. Donc il faut, si on veut consolider les institutions, il faut s'en occuper dès maintenant. Voilà, donc ça c'est juste pour dire sur la partie consolidation d'état de droit. Je crois qu'on est là en appui aussi encore avec les autorités pour réfléchir et mieux se préparer sur le long terme. Pour ce qui est de la coopération, effectivement, on a un gouvernement qui maintenant se met en place. Je suis en train de rencontrer effectivement nos différents partenaires, à commencer par les ministres bien sûr, sur les différents projets. Ils ont leur feuille de route, ce qui est bien, ce qui est intéressant, ce qui permet effectivement d'avoir des objectifs assez précis à suivre. Je verrai certainement très prochainement l'OMRH, par exemple, sur la réforme de l'administration publique. Il y a beaucoup de choses à faire, à entreprendre. Aussi parce qu'on est prêt effectivement à avoir un deuxième volet de notre appui budgétaire. On en a eu pour les 2 ans et demi écoulés. On va en avoir un nouveau normalement qui devrait démarrer cet été, on espère, ou en tout cas à l'automne, et qu'on va négocier avec nos partenaires. Donc effectivement les choses continuent. Quand le commissaire européen est venu, M. Mimica, on a eu le plaisir de relancer aussi les travaux de la RN3, donc entre Hinche et Saint-Raphaël. Donc là, cet après-midi, je viens d'ailleurs de parapher le contrat pour que les choses puissent administrativement aller de l'avant. Donc effectivement, la machine fonctionne. Elle ne s'est jamais interrompue, je dois dire, parce que, comme vous le savez, on travaille toujours avec l'ordonnateur national, qui est notre partenaire au sein des autorités haïtiennes pour gérer toute la partie du Fonds européen de développement. Donc on a continué à travailler, malgré l'instabilité électorale et politique qu'on a connue. Mais c'est vrai que là, c'est important, parce qu'on a aujourd'hui des interlocuteurs qui sont en place pour, on l'espère, une durée certaine de ce point de vue-là. Le président est là pour les 5 ans à venir, donc c'est tout à fait clair. Donc il peut mettre une impulsion, une orientation politique claire. Ça nous permet d'avoir une interaction et un dialogue avec lui sur les priorités, de manière à pouvoir se mettre d'accord et à s'engager dans cet effort de réforme. Est-ce qu'on peut avoir une idée des grands chantiers sur lesquels on travaille au niveau de l'UE, la coopération avec Haïti maintenant, ambassadeur Dougère? Donc le premier grand chantier, c'est vraiment notre appui budgétaire, puisqu'on va poursuivre l'effort fait sur les finances publiques, à la fois sur la partie recettes et sur la partie dépenses. La même chose sur la réforme de l'État. Donc on veut accentuer effectivement la meilleure capacité, on va dire, mise en capacité de l'administration haïtienne. On va aussi essayer, dans ces 2 domaines d'ailleurs, de donner une dimension, j'allais dire, de gouvernance locale. Donc de travailler sur ce que la Constitution haïtienne prévoit d'ailleurs, la décentralisation et la déconcentration. Donc ça, c'est un grand défi également qu'on souhaiterait mettre sur la table de la négociation avec les autorités dans les semaines à venir. On souhaite aussi, bien sûr, garder comme priorité transversale la lutte contre la corruption et aussi la question de la résilience au sens large. Donc voilà, ce sont des objectifs, si vous voulez, importants. Tout ça, ça va se faire avant l'été, donc on a très peu de temps finalement pour préparer toute une négociation avec les Haïtiens, de manière à ce qu'à l'automne on puisse signer la convention de financement et ensuite démarrer le processus, continuer le processus de réforme, et également avec le décaissement que l'Union européenne prévoira dans ce contexte-là. On parle quand même de 120 millions d'euros dans cette opération pour l'appui budgétaire, oui, tout à fait. Donc c'est quand même pas une mince affaire, si vous voulez. Donc ça va bien se préparer, bien se réfléchir, bien se concevoir. Et on a besoin, du côté de l'État haïtien, évidemment, d'engagements clairs, une nouvelle stratégie pour la réforme de l'administration publique, parce que l'actuelle vient à échéance cette année. Donc voilà, il faut réfléchir sur l'avenir. La même chose pour les finances publiques. Donc voilà, on a besoin d'un certain nombre de travaux qui doivent être entrepris. Donc ça, c'est une première priorité. La deuxième,
ça va être l'urbain, très clairement, puisqu'on va mettre l'accent sur un vaste projet urbain sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc c'est un projet qui est très avancé, très ambitieux, avec bien sûr la mairie, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère également des Travaux publics, la DINEPA, nos différents partenaires, tous ceux qui travaillent sur la zone urbaine, et ils sont nombreux, et essayer de mettre tout le monde, je dirais, ensemble sur un projet commun de réaménagement de l'espace du centre-ville, y compris le traitement des déchets, et tout ce que les habitants, évidemment, connaissent comme difficulté quotidienne, si je puis dire. Là, le transport aussi, autre difficulté quotidienne que l'on connaît de ce point de vue-là. Donc, voilà ce qu'on veut entreprendre aujourd'hui. Une autre priorité que nous allons mettre en œuvre, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bon, là, les contrats sont déjà signés, mais là, on passe à la phase de mise en œuvre, notamment dans le nord-ouest, et on aimerait reproduire ce qu'on fait dans le nord-ouest dans le sud, comme j'ai dit tout à l'heure, et travailler sur le long terme. La dernière priorité, mais ça sera pour un petit peu plus tard, c'est l'éducation. Alors le président, je crois, et le Premier ministre également ont souligné l'importance de la qualité de l'éducation. Donc on a déjà fait un premier travail avec notre appui budgétaire sur le recensement des professeurs et la délivrance de certificats provisoires d'enseignement. L'idée, évidemment, c'est d'aller vers des certificats définitifs d'enseignement après, je dirais, des tests de compétences, de qualification et éventuellement des formations adaptées pour permettre à ces enseignants de donner un enseignement de qualité aux enfants haïtiens qui le méritent et qui en ont besoin, parce que les défis du pays sont importants, mais le premier défi, c'est celui de l'éducation. Alors, ambassadeur Jogia, il y a une question très importante pour le président de la République, c'est la question de la production nationale. Il a lancé la caravane du changement dans la vallée de l'Artibonite. Donc, pour Jovenel Moïse, il est important à ce que Haïti recouvre sa souveraineté alimentaire. Alors, à quel niveau l'Union européenne compte-t-elle coopérer avec Haïti sur la question justement de la production nationale ? Mais écoutez, nous, on va travailler à plusieurs niveaux, j'allais dire. Bon, il y a d'abord une question qui est celle, effectivement, des infrastructures, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, la route que j'évoquais, la RN3, est une partie de la réponse à cet objectif. Une autre route sur laquelle on travaille déjà aujourd'hui, c'est Mirbalais, Las Cobas, Belader. Donc c'est un autre axe également de transport important. Le président, comme vous le savez, est aussi très attaché à l'ensemble de la mise en valeur de la vallée de l'Artibonite. Donc on va avoir aussi dans ce contexte-là, si on peut déjà faire les études de faisabilité de ces différentes infrastructures, voir ce qui est nécessaire de faire. Est-ce que ça doit être des ouvrages bétonnés? Est-ce que c'est des ouvrages en terre, etc. Donc voilà, il va falloir définir tout ça. Donc je crois qu'on a déjà eu des études de faisabilité dans le passé qu'il faut remettre à jour parce qu'elles n'ont malheureusement pas été suivies des faits. Donc on va travailler sur tout ça. On a aussi un certain nombre de projets dans le domaine agricole qui sont déjà en cours sur la zone d'Henry ou sur d'autres zones de ce département. Donc on va les mettre en œuvre pleinement. L'objectif étant d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans ces territoires. Et à travers ça, recapitaliser les agriculteurs, recréer les cheptels, aider à la mise en coopérative, aider de travailler sur des filières agricoles de production et sur la conservation aussi, parce qu'il y a un problème parfois de stockage ou de conservation des ressources alimentaires. Donc voilà, on est en train de mettre en œuvre et d'appuyer effectivement ce processus de changement que le président souhaite mettre en pratique. Il y a une autre dimension, c'est plus le secteur privé aussi, c'est d'essayer, et je parlais de la Banque européenne d'investissement tout à l'heure sur les actions dans le Sud, je souhaite aussi que la Banque européenne d'investissement puisse intervenir de manière plus large dans la production nationale que l'on souhaite relancer. Alors il y a plusieurs pistes de réflexion dans ce domaine. Le textile fait partie de l'une de ces pistes de réflexion, puisque là, Haïti a un avantage comparatif assez unique au monde, je dirais, avec la proximité du marché américain et la loi Hope qui lui permet d'exporter sur ce territoire. Moi, je souhaite qu'on ait le même type d'arrangement avec l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Et donc, dans les discussions qu'on a eues, on m'a indiqué que l'État haïtien envisageait la ratification de cet accord qu'on a signé il y a 9 ans. Donc, on espère effectivement pouvoir le ratifier très bientôt, parce que je crois que cet accord enverrait un signal très fort en termes de climat des affaires. C'est ça qui est vraiment important, de réassurer les investisseurs qui veulent venir
en Haïti et effectivement de remettre Haïti au centre des possibilités d'investissement dans ce contexte, parce que ce dont le pays a besoin très rapidement, c'est de travail pour les gens, d'avoir effectivement une activité économique et sociale qui redynamise effectivement le pays. Et ça passe certainement par la production nationale. Vous avez beaucoup plaidé aussi sur la question, beaucoup insisté, mettre l'accent sur la question de la stabilité pour attirer les investissements étrangers. Le président Jovenel Moïse, lui aussi, souhaite des investissements étrangers importants en Haïti. Qu'est-ce qui peut être fait, mis à part cette loi qui doit être, cette convention qui doit être ratifiée par le Parlement? Moi, si vous voulez, je crois que la première chose à faire, c'est de regarder où sont les problèmes, les verrous, si vous voulez, qu'il faut essayer de faire sauter. Alors, quand on regarde la situation de compétitivité d'Haïti au niveau mondial, force est de constater, si on prend ce que les Nations Unies font souvent un ranking, donc un classement des pays, en matière de compétitivité, Haïti est classé 134e sur 140 pays. C'est-à-dire qu'on est très au bas de l'échelle, donc il faut remonter l'échelle. Alors, où sont les problèmes, si vous voulez, qui sont identifiés? Bon, le premier, il est très simple. Il n'y a pas de développement sans énergie. Donc la question de l'énergie électrique notamment est tout à fait fondamentale. Donc il va falloir s'atteler à ce dossier-là en toute priorité. Deuxième goulot d'étranglement que l'on connaît, c'est tout ce qui concerne les réseaux de communication, que ce soit les communications physiques ou les communications télécommunications ou Internet, etc. Donc là, il y a effectivement un effort très important qu'il faut réaliser pour le pays, si on veut attirer des investisseurs qui viennent ici. Il y a un autre élément, c'est le capital humain. On sait aussi que souvent en matière de formation professionnelle, on a des difficultés parfois en Haïti. Donc on a beaucoup de gens au chômage, mais de l'autre côté, il n'y a pas forcément les qualifications nécessaires pour remplir les besoins de l'industrie ou même de l'agriculture dans certains éléments. Donc on va retravailler sur ces éléments fondamentaux pour permettre effectivement une redynamisation. Ensuite, il y a tout l'environnement législatif. Moi, je suis très heureux de voir que le gouvernement, avec le Parlement, se sont engagés sur un agenda législatif. Ça, c'est très bien. Je crois qu'il y a un arriéré législatif qui est important. Parmi les lois, il y a plusieurs lois qui s'intéressent effectivement à l'environnement économique. Bon. Donc si tout ça se fait, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que le premier des principes, c'est la bonne gouvernance, c'est l'image d'Haïti aussi, et donc nous avons invité le président aussi à venir en Europe, visiter nos différentes capitales, à commencer par Bruxelles aussi, pour justement montrer l'image de dynamisme, d'ouverture d'Haïti, et qu'Haïti est un pays où on peut maintenant aujourd'hui venir investir, qui a retrouvé sa stabilité. Il faut bien sûr consolider la stabilité financière du pays, donc il faut effectivement trouver les moyens de relancer la production nationale et de fabriquer de la ressource ici en Haïti. Donc pour terminer, on peut dire que les relations aujourd'hui entre l'UE et Haïti se portent bien, très, très bien, on peut dire. Écoutez, oui, je crois qu'on a effectivement une relation qui ne date pas d'hier, donc on a toujours entretenu finalement de bonnes relations, mais je crois qu'on a aujourd'hui, avec cette stabilité institutionnelle retrouvée, on a effectivement une possibilité de franchir un pas, si vous voulez, dans ce sens, d'abord pour le pays, pour relancer effectivement la dynamique économique du pays, et l'Union européenne sera un partenaire certainement aux côtés d'Haïti dans ce contexte. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Vincent Degerre, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui, et bonne fête de l'Europe. Merci à vous, bonne fête également, et venez célébrer avec nous ce week-end. D'accord, je serai là, merci. Alors vous suivez l'émission Enjeu, comme annoncé notre troisième invité aujourd'hui, l'agroéconomiste Alex Béland, chercheur qui a donc publié cet ouvrage Haïti déforesté, paysages remodelés, un ouvrage dont a tant parlé l'ancien président de la République, feu René Préval. Monsieur Béland, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir à tous les auditeurs. Et je vous remercie de m'avoir aujourd'hui. Alors, M. Béland, Jean-Marie disant que publié ça depuis quelques temps quand même, ça a publié, mais un peu le monde devine parler plus de lui après le décès de l'ancien président de la République, René Préval, qui était tombé amoureux, semble qu'il allait de voir ça, il t'a parlé un peu le monde de ça. Et tout d'abord, qui ça que poussé même fait des recherches justement pour aboutir à la publication de cet ouvrage? Bon, recherche à son bas, m'a fait depuis un petit, donc c'est un processus de travail que je fais normalement.
En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur le livre ça depuis en 2005. Bon, à un moment donné, j'ai travaillé surtout sur l'aspect historique. À un moment donné, je viens quitter ça. Et puis, moi, vers 2010-2011, comme j'ai accumulé en pile d'informations sur question filière bois avec fruits dans le pays, dans le cadre de travail moi, comme consultant. Et j'ai estimé que c'était dommage quand même que toute information ça ait perdu. C'est pas information que moi-même récoltais seulement, c'est information que en pile l'autre collègues et consultants, techniciens, etc. t'es récolté en pile mémoire d'étudiants tout. T'as signaler étudiants ça que travail c'est pas au travail académique seulement, il a servi comme outil pour moun faire des bagailles, des étudiants haïtiens, des étudiants français, des étudiants américains, etc. qui fait des travaux extrêmement intéressants sous question non seulement déforestation mais sous filière fruits, sous filière bois. Président Préval lui-même t'ai rencontré en 2014, c'était une consultation m't'a fait pour BID, Banque interaméricaine de développement dans Marmelade, justement dans le cadre d'un programme qui était visé à appuyer les gens qui voulaient mettre en place des systèmes de production durable. Donc à l'époque, il y a même dans Codim, qui sont coopératives, côté était très actif, ils étaient voulu monter une usine de transformation jus. Donc c'est dans le cadre de ça nous t'ai rencontré et monsieur Tewé, tout de par expérience, nécessité pour nous une approche plus critique par rapport à ça y a dit et ça y a fait généralement dans le domaine de reforestation, reboisement, etc. Alors, nous pourrons aller un petit peu très très loin. On a dit, bon, par exemple, les colons débarqués, Haïti était vraiment verte, en pile bois, de tous côtés, un pays. Nous avons dit que ça a commencé commencé à couper pied bois, vendre bois, ça a commencé à remonter à quelle époque, Alex Bellan? Bon, nous ne pas entrer dans trop de détails. Mais effectivement, ça a commencé depuis même avant la colonisation française, puisque les Indiens, il faut manger tout. Il y a gagné 1 million à 2 millions d'Indiens là, donc ils ont coupé bois tout pour faire jardin. Leur extension vraiment culturelle dans la colonie française là, et les fait leur café prend un grand développement. Ça veut dire, moun yo juste toutes les plantations sucrières, t'es chita dans la zone pleine avec basse montagne. Et une fois que le café a commencé à développer en 1750, donc là, ça, il prend monde pour eux. Et bon, d'abord les meilleures terres, donc ça qui était plus profond, plus plate, etc. Et puis ensuite, la terre très en pote, côté que yo mettez café, mais yo pas mettez café, yo pas de planter café, même gens ou planter café kounia. Ça veut dire en bas pied bois, yo te planter café sans pied bois. C'est en couper forêt, bouler, et puis mettez café en place, et puis sacler le plus souvent possible. Donc, qui fait que tout le café n'a pas de co-développé, et théâtre est très exposé. Et ça, c'est des barrières que en pile chroniqueurs coloniaux, en fin colonie, a dénoncé, c'est que moun a déboisé et ou même il y a des écrits, des textes côté moun dit faut qu'on reboisement obligatoire qui fait faut obliger colon yo leur fin craser tes café yo pour reboiser. Donc c'est pas un bail qui relevait seulement de production charbon, un phénomène qui est relativement récent. Après extension café sous la colonie, on vient un développement de exportation bois dans le pays. Son chapitre que c'est pas tout le monde qui connaît dans le pays. Haïti vient à exporter au 19e siècle et au début du 20e siècle et jusqu'en 1980 et différentes qualités de bois. Et Haïti sont exportateurs majeurs de cajou, bois cajou, de bois campèche, de gaillac et de différentes qualités d'autres bois, même écorce manglier, latanier, tout série de bois, non seulement pour comme bois pour faire meubles, mais on bois qu'on campèche son exploitation industrielle qui fait de bois ça, c'est craser l'anti-morceau, même j'ai fait à bois chandelle pour faire des extraits pour tenir rad avec toile, cuir, fourrure, etc. Donc c'est pas des petites quantités, c'est pas des barrières artisanales, c'est des gros investissements qui fait dans campèche là particulièrement.
avec des chemins de fer qu'ils ont installés, des téléphériques dans certaines zones pour porter bois aller dans le port. C'est dommage, bon, nous dans la radio, nous ne pouvons pas voir photos, mais il y a des photos qui montrent ça. Donc Haïti, c'est le premier exportateur mondial, par exemple, de campèche pendant tout le 19e siècle. Donc c'est une exploitation tout qui touchait non seulement les zones côtières, mais qui allait dans tout l'intérieur, là, particulièrement dans Artibonite et au plateau central. Parce que à l'époque, c'est flotter bois. Ou pas une route, ou pas un camion, comme ça. Donc c'est jeter bois dans de l'eau, ou bien doit jeter depuis inch, et puis la latérite des dunes. Donc c'est comme ça que une grande partie de territoire là, pas dit tout, mais une grande partie de territoire là qui affecté tout par question exploitation bois pour l'exportation. Et l'autre facteur, c'est affaire bois neuf, puisque l'eau pas de gain pile monde dans le pays, ou pas travailler à chaque année, tant qu'on connaît, travailler à chaque 5 ans, chaque 6 ans, chaque 7 ans, mais pour qu'à travailler, ou pas travailler à où avec manchette, tant qu'on connaît, puisque gain bois, ou bien petit pied bois, ou bien grand pied bois, sous les c'est couper pied bois, ça, ou mettre du feu. Mais là, on met du feu, ou pas, ou souvent, ou du feu, il gagne beaucoup plus que ça, pour le planter ou même non. Donc c'est un autre facteur qui fait que que couverture arborée vient réduire. Charbon en fait. Nous pouvons parler de charbon tout à l'heure. Alors, on dit que ça commence vraiment depuis l'époque coloniale, on a exporté bois et même après l'indépendance, nous continuons ça. Depuis l'époque coloniale, nous commençons à exporter bois. Pas de gain en pile exportation bois, mais nous commençons depuis l'époque ça. Mais c'est vraiment à partir de 1825 et particulièrement là nous vînes là il là Zilea nous-mêmes avec parti espagnol là vînes réunis en 1825, c'est là ça que exportation cajou particulièrement prend un grand développement parce que tu déjà gagné une exportation cajou en République dominicaine. Nous-mêmes, nous t'es qu'on fait le tout, mais en plus petite échelle. Mais vient tout ont besoin de l'État pour générer plus de ressources pour être capable de payer ça nous relève dette de l'indépendance. Donc, t'es gagné toutes sortes d'incitations et de législations que l'État baille pour que moun entre dans le secteur bois. Pour l'exportation. Couper bois pour voyer aller l'autre bord. Pour nous faire un petit rapport rapidement, c'est que tout le monde toujours dit que ces paysans qui coupent pied bois, etc., c'est eux-mêmes qui mettaient dans ça, question de faire charbon, etc. Donc, cheminement montré, vraiment, paysans pas vraiment responsables à 100% de ça qui a passé en termes de déforestation. Bon, nous t'ai parlé de brûlis, à faire bois neuf là. Ça, c'était un facteur important, certes. Mais affaire de faire charbon, en fait, c'est un phénomène qui vient assez tard, puisque mon en dehors pas servi à charbon, mon en dehors servi à bois mort pour faire manger. C'est à partir du moment où vient une urbanisation rapide dans le pays, disons à partir de 1975, que le phénomène charbon vient un phénomène important. Et avant ça, bon, pas tellement de monde. La ville, t'es peut-être 500 000 monde en 1970, t'es 500 000 monde au total dans Port-au-Prince, au Cap, Gonaïves, etc. Donc c'est pas vraiment une grosse quantité de bois qui était allé pour faire charbon. Mais à partir du moment où il y a un développement urbain, donc demande de charbon a augmenté et charbon c'est vient progressivement passer de juste îles Lagonave à nord-est, à sud-est, zone Fondé Blanc, à des autres zones, bas plateau central, etc. Mais si au début, où tu connais moun a coupé bois qui pas propoussé pour faire charbon, très rapidement, avec augmentation prix charbon, moun vin paysans viennent réaliser que faut que joignent des façons pour que yo fait bois durer plus. Donc à partir de disons 1995, c'est rare que m'pas dit ça pas exister non, mais c'est rare que un paysan couper un pied bois qui pas qu'à repousser pour faire charbon. Ça yo fait, c'est que yo fait élagage, yo couper branche, yo fait charbon à branche, mais surtout yo fait charbon avec des pieds bois, paysans comme ça très bien, tant que Bayaon campèche, mais jeune campèche, et
bois cabrit, des styles de bail comme ça. L'on coupe eux-mêmes, pied bois pas mourir. Pied bois repoussé dans le chouk là. Donc, il y a un pile côté qu'on y a tout, au vinoir, encore une fois, parce que le prix charbon a augmenté, parce que il y a un affaire là-dedans, et moun yo a planté, il y a 6 mains bois pour faire charbon. Ça, ou c'est une zone Miragouane, soit aller dans une zone petite rivière en Savo, ou après des gens qui ont gagné semences pour faire, pour regagner terrain, pour faire charbon. Donc charbon et bois venir en culture tant qu'on l'autre. D'autant plus que vous venez des risques climatiques qui sont beaucoup plus accentués qu'on y a, avec affaire de sécheresse, gros la pluie, etc. Donc, moun yo gen tendance, au moins on parti dans terre, yo kembe yo dans zone sèche particulièrement pour yo faire charbon et puis yo réduit surface que yo planté avec maïs, pitimi, etc. Et puis yo augmenté surface que yo planté ou que yo maintenu pour en pied bois pour yo faire charbon. Ou gen des zones tout soit passer sous pilboro kounya ou après que face à demande croissante de bois pour construction et dans ville yo moun a planté pied bois pour faire poteau. Parce que c'est des bails qui pas gain risque et puis kounya yo vinn gen kob là-dedans. Donc bois venir en culture tant qu'on l'autre, c'est ça relé en langage scientifique, un processus de domestication du bois. Donc c'est des phénomènes c'est des bails qui ont évolué. Donc faut pas que nous charbon nécessairement comme bail destructeur, et c'est tout une opportunité parce que j'aime dire il y a un cob là-dedans et que moun a planté bois qu'on y a pour faire charbon. C'est pas une impression comme rien, c'est des bails qui vérifiés à travers des chiffres, à travers des analyses de photos aériennes sous différentes périodes, par exemple sous la Gonave et sous Sud-Est, ils ont montré que surface en bail à onde ou bien style de bail à onde dans zone sèche a pas augmenté. C'est un bail que moun pas quoi, mais li dans document, li documenté, c'est des rapports scientifiques qui affirment li. Alors, concernant justement la question du commerce du charbon, il y a des gens qui disent que bon, c'est un bail qui est vraiment dommageable pour l'environnement, il faut que tout le monde ait gagné four à gaz, etc. Il faut l'État libéraliser un petit peu le prix dans ce secteur ça et subventionner gaz en Haïti. Comment justement, selon même agronome Alex Bellan, il est capable de faire une commercialisation du charbon de bois et en même temps protéger et environnementaux. Comment ça capable de faire? Comment faire l'équilibre, quoi? Bien contre la question, parce que ça me l'a dit, c'est pas que pas un problème. Pensez certainement que gens ville a développé, qu'on y a population urbaine a développé, mais pas quoi que surface en bois qu'à suivre, comprenez? Ça veut dire charbon seulement pas qu'à suffit pour assurer et besoin de population. Donc, effectivement, il y a une nécessité pour le monde prendre mesure pour faciliter l'accès à d'autres sources d'énergie pour faire manger et pour l'autre usage tout, comme boulangerie, guildive, etc. C'est sûr que ça a présenté un grand intérêt aussi. Mais ça me tape dit, c'est que faut pas au monde penser charbon sont menace. Nécessairement, charbon, c'est une opportunité dans la mesure où c'est une culture, tant que des autres cultures, ou fruits, ou des autres bails comme ça, côté qu'on est capable de combiner des bénéfices environnementaux pour l'ensemble de la population et une augmentation de revenus pour les producteurs paysans. Parce qu'en général, tout le monde voulait pour paysans travailler pour la patrie. Mais paysans, tant que tout le monde pas qu'à travailler seulement pour la patrie, il faut le travailler pour tête li. Si c'est bon pour la patrie, tant mieux. Mais il y a une famille, il y a un petit monde, et il faut que les baillons manger. Et donc, faut que l'avenir, si vous voulez, c'est, bon, si il y a un bail qui pour faire, c'est dans le sens de chercher, combiner bénéfices pour le producteur, là, bénéfices économiques pour le producteur et bénéfices environnementaux pour la nation.
Donc là, on pense qu'il faut un travail qui fait entre l'État et les paysans pour, comme une jeune juste milieu, pour en même temps, il a fait business, il a vendu charbon, il a fait comme occuper tête, et en même temps, il a protégé l'environnement pour qu'on sorte de renouvellement qu'a fait au niveau de Pied-Bois qui est occupé. Bon, ça me le dit, c'est que il y a des techniques que les paysans ont développé, différents types de techniques dans différentes zones, qui fait que l'eau coupé bois, l'y repousser. Donc ça, c'est pas une menace liée pour l'environnement. Il y a des zones côté qu'il y a étendre surface en bois pour être capable de faire charbon. Donc ça, c'est pas des menaces pour le pays. Ça me pensait, c'est qu'effectivement, l'État capable, et à travers différentes mesures, différents types de mesures, aider moun dans différentes zones, joindre des espèces des types de bois qui plus bon ou plus productif ou tant que ça nous est dans le nord-est, il y a des espèces des espèces étrangères que les paysans ont servi pour faire charbon. Qui pas gain épines, qui demandent moins de travail, qui poussent plus vite, etc. Donc on travaille dans ce sens-là qui pour faire. Dans fruits, il y a certainement un travail qui pour faire parce que pas gain rien. Ça vrai, pas gain rien qui fait sous production fruitière dans le pays. Tout le monde a parlé de augmenter, de planter plus pied-bois, mais faut que paysan qui a fait cob à partir de pied-bois que la planté. Et nous pas gagné 3 spécialistes en arboriculture, malgré tout parler en pile ou attendez, pas gagné 3 spécialistes en agriculture dans le pays. Donc, gros problème. Et alors que il y a des menaces sérieuses, qu'on y a, ça je suis bien content que vous soulevez la question, que je mentionné ça. Il y a des menaces sérieuses sous couvert boisé parce que il y a un paquet de maladies qui a développé, par exemple, une maladie qui a ravagé toutes les oranges chadec, mandarines, etc. dans le pays. Et ce n'est pas ici seulement, c'est dans tout le pays Caraïbes et dans le monde entier. Pas rien qui fait tout ça, je veux dire. Et c'était une préoccupation, justement, René Préval, dans la zone marmelade, côté des oranges, c'est une grosse ressource pour mon de ouais que pieds oranges, pieds chadec, ils ont desséché. Et il y a des maladies qui ont développé sous sucre, sous zaboka, sous toute qualité de cocoyer. Et nous pas jamais fait rien pour ça. Ça veut dire paysans fait en pile lui-même de par connaissance qu'il gagne de milieu, etc., de par emprunt de variété et tout ça. Mais il y a une limite. C'est-à-dire que l'État est capable intervenu pour améliorer la situation sur le plan phytosanitaire, sur le plan de variétés que l'on a plantées. Par exemple, en République dominicaine, on voit que il y a un zaboka entre le mois de décembre et le mois de mars, alors qu'on n'a pas rien licite. Moi, un paysan, dans la zone Cange, dans le plateau central, c'est volet, là, le volet, greffon en République dominicaine pour venir planter la cali. L'État qui a fait ça, il n'est pas obligé à le voler. Donc, ça me le dit, c'est que le paysan lui-même, tout à fait disposé à augmenter surface en pied-bois dans la mesure où ça rapporte de l'argent. Donc là, il faut que l'État intervienne. Alors, l'autre question qui est toujours un peu évoquée, des chiffres qui ont sorti, des chiffres quand même très alarmants sur la question de la déforestation en Haïti. Gouvernement Alex Belen, comment la situation et quelle réalité gagne dans le chiffre ça a sorti disant que vraiment la couverture végétale loin très très bas aujourd'hui, qui réalité gagne on capable d'expliquer nous? Bon, chiffre yo cité généralement c'est 2% ou 1,5% de couverture végétale. Bon, couverture végétale d'abord ça pas veut dire rien puisque n'importe trajet son couverture végétale et personne ne connaît côté chiffre ça sorti. Moi je cherchais longtemps, je pas qu'à joindre côté chiffre là sorti. Et rapport officiel ministère de l'Agriculture en 2010, service forêt dit 4% de couvert. Maintenant, il y a des autres rapports qui disent 15%, il y a des rapports qui disent 20, il y a des rapports qui disent 30. Et dernière analyse qui est faite, mais ça c'est par interprétation d'images satellites, en 2014, c'était des 5 chercheurs américains qui font un travail d'analyse d'images satellites, montrer que surface arborée, pas seulement comme si on dit les forêts denses, mais sur ça, une catégorie que les surfaces arborées, que FAO servit tout, et surface en forêt aussi, couvrit près de 30% de territoire pays. Problème qui gagne dans l'analyse d'image satellite en Haïti et dans l'autre pays tout, c'est que surface boisée nous est très éclatée, c'est des petits morceaux bagailles.
c'est pas des grandes masses de forêt tant qu'en Norvège ou au Canada comme ça qui apparaissent clairement dans une image satellite. Il faut une résolution très fine et c'est Kounia que moyen d'imagerie satellitaire permet tout détecter petites tâches ça et puis compter comprenez. Et au fait bon, c'est un article scientifique qui est très rigoureux sur le plan méthodologique parce que les derniers articles ça, de 2014 qui montrait 30% de couvert là. Et bon, il paraît pas un article sérieux de scientifique sérieux. Et c'est pas il paraît pas seulement parce que s'il paraît dans une revue scientifique c'est que il y a l'autre monde qui revoit méthodologie, qui revoit méthode calcul, résultats, etc. et qui jugeait que l'est valable. Donc avec le 2% à parler, hein, c'est... 2%, non, impossible. Moi-même 2%, je commence à questionner depuis en 85, lors moi que il y a des cartes d'utilisation des sols dans le pays qui classent non seulement forêt, mais zones de culture arborée dense, culture arborée claire, etc., qui étaient en rouge et en orange sous carte d'utilisation des sols là. Depuis vous regardez 4 là, on ne pas qu'à faire de 2%. Par contre, côté chiffre la sortie, personne ne connaît côté chiffre la sortie. Même le ministère de l'Agriculture, par contre, côté chiffre la sortie. Donc, on dit selon dernière, on a parlé d'une couverture végétale de 30%. Comment est-ce qu'on va faire justement pour améliorer ce ça? Moi, je crois que il y a un contexte qui est favorable pour que paysans eux-mêmes augmenter surface en pied bois que y a cultivé. Pour qui ça? Parce que j'aime dire là, on demande urbaine beaucoup plus forte qu'on y a. Il y a 50 ans, il y a 1 million peut-être d'urbains, qu'on y a 6. Il y a 6 millions d'urbains qui prennent des fruits, véritables, mango, zaboka, qui baillent calories, qui plein ventoux. On va les jus véritables qu'on y a, il y a 4 ou 5 ans que ça apparaît. Et les plein pour toute journée, ou bon mauvais jus véritable pour journée. Donc des fruits qui baillent calories, tant que mango, zaboka véritable, ont une forte demande pour eux, dans la ville, prix augmenté, prix intéressant. Il y a des côtés moins, par exemple dans Saint-Michel, où on a bon pieds zaboka $300-400. Et jusqu'à $1,000 pour des gros pieds. Un pied mango, c'est $200-300 haïtiens. Et donc prix intéressant, et bon marché, il y a des facilités d'écoulement qui viennent développer, plus route dans le pays quand même, depuis une quinzaine d'années. Et donc, un contexte favorable pour que Mounio, producteurs eux-mêmes, planter plus pieds bois, planter plus pieds fruits, pour planter plus bois pour faire poteau, charbon, planche, etc. Parce que le prix a augmenté. Et donc il y a plusieurs projets d'ailleurs qui en cours qui facilitent Mounio joindre plantulio, qui facilitent faire plantation subventionner plantation quoi c'est ça qui probablement une des voies à suivre pour faciliter extension couvert boisé. Maintenant une fois encore faut on bien raisonner question, ça veut dire c'est pas là pour nous couvrir pays à pied bois parce que bon il n'est pas possible dans une série de zones. Il y a des zones qui pied bois pas pousser. C'est depuis la colonie blanc dit pied bois pas jamais pousser là, il pas pousser là Kounia non plus. On va qui doit être clair pour tout le monde, c'est que c'est pas seulement couverture arborée qui capable de permettre nous limiter problème que Vilio a confronté qu'on y a d'inondation régulière. Par exemple, dernière inondation qui fait là faut monde regarder. Depuis là, il a construit, il a bétonné tout le monde aux alentours pour au printemps, qui a fait ça gain. Puisque si de l'eau n'a pas qu'à infiltrer, c'est pas une affaire de paysans qui a coupé pied bois, c'est une affaire de béton qui a construit, tôle, etc. De l'eau a coulé. Donc, c'est pas reboisement qui peut empêcher l'inondation. En fait, c'est pas de situation ça que nous avons observé depuis la colonie, parce que depuis la colonie, il y a une inondation, ça c'est documenté. Et c'est pas pied bois qui peut empêcher l'inondation. En fait, c'est de l'autre mesure d'urbanisme, d'aménagement du territoire qui pour résoudre le problème ça. Alors tout le monde dit qu'il faut une véritable campagne de reforestation pour capable remettre pied bois dans le pays. Comment ça capable faire selon vous-même? Est-ce que c'est l'État capable de prendre l'initiative là, secteur privé avec la participation des paysans? Est-ce qu'on peut faire justement ça paysans? Comment ça capable faire? Vous remettez pied bois dans le pays pour qui ça? Pourquoi? Justement. Tout à l'heure, nous avons dit, c'est pas remettre pied bois, bon, c'est pas ça qui a fait que le cyclone passé, de l'eau pas descend. D'accord? Ça, c'est scientifiquement prouvé, c'est pas une impression que je gagne, c'est 50 articles sur question ça. Pourquoi?
reboiser. Pour moi-même, il faut que le monde commence à réfléchir que Pied-Bois, t'es un projet qui est venu dans les années 80, qui est sorti un slogan qui est extrêmement parlant, qui te dit bois c'est denrée. Bois sont denrées pour paysans. Donc c'est paysans qui peuvent planter bois parce que les jeunes ont avantage là-dedans, parce que bois utile, l'État pas jamais capable et reboiser pays. C'est paysans qui peuvent reboiser. Et c'est déjà bois qu'il a, c'est ça, je t'ai expliqué tout à l'heure, bois qu'il a, c'est paysans plantés. Ça veut dire pied mango, zaboka, cocoyer, etc. Ça va pas exister sous la colonie. C'est venir avec 2-3 échantillons, commencer à exploiter et vers la fin de la colonie, particulièrement véritable, on va venir jusqu'à la fin de la colonie. Qu'on y a rejoint véritable tout partout. Qui est-ce qui fait ça? C'est pas projet qui fait. Mango, c'est 2-3 petits pieds mango que tu as gagné. C'est en 1770 que commencé mango arrivé ici. Pas de plantation mango sous la colonie. C'est paysans qui gagnent mango parce que mango a utile en bagage. C'est mango a mangé dans le mois de mars, avril, mai, là pas gain l'autre bagage pour manger, véritable même bagage. Donc tout bagage ça couvert boisé ça que nous dit qui 30%, c'est paysans qui mettent en place ou bien c'est paysans qui ont géré sous forme de forêt sèche. Donc si y a une augmentation, c'est pas une campagne de reboisement Jean qu'on fait là capable de résoudre question. Et ces paysans, si ça offre là comme opportunité économique intéressant pour lui. Donc ça veut dire que paysans c'est pièce maîtresse, l'État capable et peut-être commander des plantures à l'étranger, bas paysans pour le planter. Effectivement, c'est bon, il y a ça. Mais il y a des paysans pas même servi avec technique ça. Ils pas servi avec semences en sachet. Parce que ça vendait un pile de travail pour user, etc. Ils ont développé des techniques pour semer bois dans le jardin, manger que vous faites normalement pour boire au cas grandi. Donc oui, sur le plan technique et sur le plan financier, il y a des appuis que l'État cabaye pour que les paysans eux-mêmes aient augmenté surface en culture arborée. Donc, ou pas qu'à faire sans paysans? Non, définitivement. Il va marcher? Non, il ne va pas marcher. Et la preuve, c'est que nous avons fait depuis 50 ans, nous pas jamais écouté le marché. Démarche ça, il n'a pas marché. Augmenter surface boisée dans le pays, c'est certes un bail utile, mais faut nous pas penser que c'est ça, que déboisement, c'est cause problème inondation que nous gagnons, d'une part, parce que non seulement c'est pas 2%. Pied-Bois nous gagnons, mais pour des événements climatiques intenses, Pied-Bois n'a pas résoudre le problème de l'eau qui descend. Ok, ça c'est son premier bagage. Je pense que reboisement intéressant pour plusieurs raisons, non seulement sur le plan de rétention d'eau pour des pluies d'intensité moyenne, mais aussi comme moyen d'augmenter la fertilité sur l'eau. Parce que Pied-Bois a cherché éléments minéraux au fond dans le sol là, les remonter, aux feuilles tomber, les refaites. Donc, c'est son deuxième raison qui fait que plus Pied-Bois, son terrain, c'est un bail qui est intéressant. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment raisonner. Si nous pas, souvent, nous pensons qu'il faut nous reboiser parce que de l'eau descend, etc. Mais c'est pas ça la solution. Alors, merci beaucoup, Gonome Alex Béland, du fait que tu aies parlé avec nous aujourd'hui. Nous t'as parlé de ouvrages et puis fait un petit peu quand même le point sur la situation de l'agriculture globale en Haïti. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Eh bien, c'est moi qui remercie. C'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. La reprise est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaïti.com. Je rappelle qu'on a eu comme invité aujourd'hui le professeur Auguste Demeza, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degère, et l'agroéconomiste Alex Béland. Fin de cette émission. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.